Nouveau rendez-vous dans Sans aucun doute ce soir. Chaque semaine, nous vous proposons de plonger dans un univers trouble et mystérieux. Ce soir, celui de la vente forcée. Canapés, literie, meubles, ristournes, bidons. Décryptage de méthodes de vente parfois douteuses par nos spécialistes. Les magasins de canapés itinérants se multiplient sur tout le territoire français. On les appelle les précaires. Ils sillonnent le territoire et louent provisoirement des locaux. Jusqu'où certains de ces commerçants sont-ils prêts à aller pour vous vendre leur salon en cuir? C'est un vol manifeste. C'est un vol manifeste. Le couple Moreno a eu affaire à certains de ces vendeurs de canapés qui sont aujourd'hui sur la sellette. Il y a 2 ans maintenant, Madame Herbst est elle aussi tombée dans le panneau en achetant son canapé cuir 3 pièces à Dole dans l'un de ces magasins précaires. Décryptage de ces méthodes de vente par Arnaud Deblow, rédacteur en chef adjoint du FC Que Choisir. On vous téléphone pour vous dire que vous avez gagné un cadeau à venir retirer en magasin. Alors ce sont souvent des cadeaux à bas prix. Ça peut être un élément de vaisselle, ça peut être éventuellement une promotion à valoir sur des produits qui sont vendus dans ce magasin. Bref, tous les moyens sont bons pour vous faire sortir de chez vous et vous rendre à ce magasin. Expliquez-nous là, c'est quoi mon prénom? Voilà, un beau fer à repasser. Normalement, ça devait être une cafetière. Une cafetière, c'est quand même plus agréable qu'un fer à repasser. Ben non, c'était en rupture de stock. C'est du bas de gamme ou... Oh, ben du bas de gamme, hein. Ouais. J'ai même pas osé le donner à qui que ce soit. Je suis sûre qu'il marche pas. C'était quoi votre petit cadeau à vous, madame? Des couteaux. Ah, la jolie mallette des couteaux. Il fallait être accompagné en couple, accompagné de son mari. Venez en couple. Mais pourquoi? Venez en couple. Vous avez gagné quelque chose, venez le chercher. Les vendeurs tiennent absolument à ce que vous vous déplaciez en couple, tout simplement pour que, ils soient sûrs de pouvoir négocier l'achat tout de suite sans qu'il y ait d'échappatoire possible pour le conjoint qui serait venu tout seul. Et puis la deuxième technique, une fois que vous êtes arrivé en couple, donc que vous êtes déjà presque ferré, on vous remet votre cadeau et puis on vous dit mais votre nom ne m'est pas inconnu. En fait, vous avez encore gagné un cadeau supplémentaire, tout ça pour que vous puissiez continuer à rester dans le magasin. Je lui donne mon papier, il me dit mais Herbst, ça me dit quelque chose. Oh, mais attendez, votre numéro là. Oh, mais combien vous avez gagné? Mais vous n'êtes pas venu hier, il y avait un buffet froid, vous n'êtes pas venu, on a donné tous les cadeaux. Je suis non, je n'étais pas au courant. Ah, ben oui, vous êtes en retard, mais ça fait rien. Je vais essayer de vous rattraper ça. On va aller voir le directeur. Ben justement, il y a le fils du patron, là, je vais lui en parler, par hasard. Ah, donc le fils du patron arrive, et puis lui explique, je vais téléphoner à mon papa. Il téléphone à son papa. C'est coup classique, et donc sur des trucs qui valent, 6 000 euros ou 7 000, ils vous font 2 ou 3 000 euros. C'est vrai que 2 000 euros, c'est quand même une somme importante. Ah bon, vous venez pas pour acheter spécialement? On s'est retrouvés à signer pour un canapé. C'est, disons, lavage de cerveau, on n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps de réfléchir, et ils sont sur nous, on est les plus beaux, on est les... Vous voyez. Et c'est pas des vendeurs, c'est des acteurs. Ah ouais? Ah, c'est des acteurs, ils jouent une pièce de théâtre, et puis ils la jouent bien. Ces vendeurs ciblent en priorité les populations qui vivent en milieu rural ou en milieu semi-urbain. Ce sont des personnes qui ont tendance à faire naturellement confiance. Et cette confiance, une fois que ces personnes se déplacent en magasin, on a tendance à la renforcer. Par exemple, pour leur vendre un produit, on part d'un prix qui a été artificiellement gonflé et on leur dit, puisque c'est vous, puisqu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire, par exemple, on va vous proposer une remise extrêmement importante sur le produit. En fait, c'est une remise qui est purement fictive. Le prix au départ a été gonflé et finalement, on se retrouve avec un prix qui est proche de la réalité et qui permet au magasin de garder ses marges. Alors comment ces vendeurs s'y prennent-ils pour séduire les consommateurs? Alors moi je vais vous montrer un petit peu à quoi on reconnaît du beau cuir, messieurs dames. Ça, c'est un magnifique modèle, madame. En plus, il a été primé à la Foire de Versailles cette année. Pour en savoir davantage sur leur méthode de vente, nous avons équipé d'une caméra cachée un couple de retraités démarchés par l'un de ces magasins de canapés itinérants près de Dijon. Et vous allez voir que les vendeurs de ce magasin ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Bonjour messieurs, dames. Monsieur. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous avez reçu une invitation, j'imagine? Oui, parce qu'il y a de la lumière. Tenez, on va s'installer, je vous explique le but de notre courrier. Je vous en prie, madame. En fait, nous, le but de l'opération, c'est d'inviter les gens et qu'après les gens parlent autour d'eux, qu'ils nous fassent connaître par le bouche à oreille. Voilà, c'est le but. Donc, ce que je fais, je vais vous chercher les lots, madame. Allez, madame, regardez. Oh, c'est gentil. Donc ça, c'est le service à fondu, c'est pour vous. C'est gentil, c'est lourd? Ah non, non, c'est pas lourd. Et ça, c'est le beau cadeau pour monsieur. C'est un panier gourmand.
Vous avez une petite bouteille de Bordeaux avec 2 terrines. Écoutez, faites le petit tour, je vous rejoins de suite. Nous avons montré ces images à Sébastien Mazué, responsable d'un magasin traditionnel de meubles à Dole. Il lutte contre ces commerces précaires. On propose aux clients de faire un premier tour dans le magasin. Ça lui permet de guetter un petit peu comment se conduisent leurs prospects, savoir vers quels produits ils se dirigent, plus facilement peut-être la literie ou les salons, et leur permettre déjà de travailler un peu leur baratin. Parce que vous avez quoi actuellement à la maison comme canapé, madame? Du cuir, vous avez du tissu? C'est en cuir. Oui, il a 26 ans. Un canapé de 26 ans, une aubaine pour le vendeur qui se démène pour faire saliver les clients sur ses prétendus salons haut de gamme. Et c'est des salons qui viennent, c'est fabriqué en France, C'est en France, madame. On fabrique dans les Landes, près de Mont-de-Marsan. Faux, aucun de ces canapés n'est made in France. Ils sont pour l'essentiel importés de Chine. Après avoir vanté la qualité de ces pseudo-salons français, le vendeur insiste sur les vertus thérapeutiques de son canapé magique. Donc ça va bien vous caler au niveau des lombaires, il n'y a pas besoin de rajouter un coussin chez nous. Vous avez aussi maintenant, si vous avez des assises qui ont été réduites en profondeur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, madame. Non. On a fait appel à un médecin, c'est un kinésithérapeute qui a revu l'assise, il a réduit la profondeur. Vous voyez ici, vous avez des renforts ici. Donc vous êtes mieux calé, votre dos va moins bouger mal dedans. Complètement vous expliquer. Là, il fait le salon au prix d'un salon. C'est impressionnant, quoi, le débit de conneries, Ah oui, on est bien. Ce qu'il a de magnifique, c'est le coloris en plus. C'est un coloris qu'on ne voit pas chez tout le monde. J'imagine qu'un jour, ça vous ferait plaisir d'avoir ça à la maison. Ça fait combien ça? 500 €, madame. Mais c'est cher, hein? Vous avez de la qualité aussi. L'avantage, madame, c'est la garantie chez nous. Sans limitation de durée, madame. Donc ça, c'est important. C'est impossible, ça veut dire sans limite de garantie, c'est à vie. Il faut savoir qu'un salon en cuir, vous avez le cuir qui est garanti 1 an, et vous pouvez avoir peut-être les mousses d'assises, elles sont en Bultex, garantie 5 ans, par exemple. Mais sans limite de garantie, c'est du jamais vu. Les reprises, madame, nous, on fait les reprises des anciens salons. C'est-à-dire que vous, c'est une reprise qui va être entre 150 € et 500 €. Et après, chez nous, vous avez le 3 ou 4 fois sans frais, sans intérêt. On n'était pas mieux acheté, hein? Donc quand ils sentent les gens en confiance et assez à l'aise et capables d'aller un petit peu plus loin dans la discussion, se mettent un scénario en place qui est exceptionnel. Le scénario est toujours le même. Le vendeur fait mine de s'apercevoir que les clients en face de lui sont les heureux gagnants d'un concours bidon. Vous êtes monsieur Mme Rognou? Oui. C'est pas vrai, monsieur. J'imagine que ce n'est pas un nom courant, ça, dans la région. C'est un cousin. C'est un cousin. On a pas mal de familles. Parce que je vous explique, madame. D'ailleurs, je vous expliquais, il y avait des gros lots à gagner, il y avait des absents. Et nous, on a la liste avec le nom des absents. Et il faut dire que vous n'avez pas un nom commun, donc je l'ai retenu, madame. Parce que moi, j'étais un ancien cuisinier, j'adore les rognons, justement. Attendez, j'allais voir mon patron, madame. Et ça tombe, je vous fais une fausse joie, c'est peut-être votre soeur ou votre cousin, monsieur, je ne sais pas. Hein. Comme vous dites que vous avez un homonyme. Excusez-moi, monsieur. Et c'est à ce moment-là qu'une fois qu'il va voir son patron, qu'ils font imprimer un chèque dans une petite cabane au nom des gens qui ont été conviés, un chèque souvent d'une somme exorbitante. Et c'est le patron qui, après, revient pour faire une finition de vente. Le directeur arrive et écoutez bien ce qu'il va proposer aux clients. Monsieur Madame Rognon ? Oui. Mais vous aviez été appelé au téléphone ? Oui, c'est ça, c'est nous. Eh bien, vous avez les messieurs-dames qui sont tombés sur une prime de 1800 €. Mais félicitations, mais ça veut dire madame, que... alors. Ouais, ben j'espère que ça vous fait bien. J'espère que ça vous fait plaisir. plaisir. Vous avez remporté 1800 € de bon d'achat. Les gens sont dans une condition d'achat sans le vouloir. Ils sont là, il y a un gros cadeau, le vendeur se met presque à pleurer tellement il est content pour les gens. Il ne savait pas que c'était eux les gagnants. C'est assez impressionnant, c'est incroyable. C'était lequel qui plaisait à ces messieurs-dames? Je vais vous le dire. Celui où vous êtes, mais on n'est pas... plus moche, hein. Mais le monsieur il faisait une reprise, 500 €. Donc les reprises, c'est pas 500 €, c'est des reprises gagnantes, donc c'est des grosses reprises. C'est plus que ça, monsieur. Mais évidemment, jeune homme. La vente tourne au vaudeville. Malmené par son patron, le jeune vendeur fait semblant de pleurer. Pour persuader le client de signer, eh bien, les employés du magasin se livrent à de véritables numéros d'acteurs qui mêlent persuasion, culpabilisation et pression. Par exemple, on peut voir tout d'un coup le supérieur hiérarchique du vendeur qui arrive et qui lui dit « Écoute, laisse-moi ta place, c'est moi maintenant qui vais prendre les négociations en main parce qu'il n'y arrive pas. » C'est vrai que pour le consommateur, ça peut avoir des conséquences assez incroyables, c'est que ça va l'inciter à signer. Bref, il se laisse prendre par la pièce que jouent tous les membres du magasin.
Alors regardez, Alors je comprends pas bien. Votre prime d'achat, elle est donc de 1 800 €. Oui, monsieur. Il ne paye qu'à partir du mois de juin 2008. D'accord, jeune homme? Une reprise de 1100 €, ça le ramène donc à 4 600 €. Et à ces messieurs, dames, vous leur faites les conditions usine. Vous faites en prix usine à 3 750 € TTC. 3 750 €. N'ayez pas peur, si je vous dis de le faire. Ils l'ont maintenant à la maison, ils ne payent qu'à partir du mois de juin, et vous le faites en 15 fois gratuit, dans ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça vous fait plaisir? Eh bien, dans ce jeu-là, tout le monde gagne. 100% des personnes qui ont été contactées sont vainqueurs. Les consommateurs, une fois dans le magasin, pourraient s'en rendre compte si leur attention n'était pas captée par le vendeur. Par exemple, si la musique était moins forte aussi, ils se rendraient compte que le voisin, les personnes qui sont à côté d'elle, ont aussi gagné. En fait, dans ce jeu-là, il n'y a qu'un seul vainqueur. Au jeu des fausses remises, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est le magasin. On n'était pas venu acheter, hein. Là, il vous fait le salon au prix d'un salon en tissu de chez Ikea, madame. À 3 750 € pour un modèle de cette qualité, madame, mais c'est un coup de fusil qu'il vous fait. On peut quand même avoir un moment de réflexion. N'arrivant pas à obtenir une signature ou une décision des clients avec ce gros cadeau, ils remettent une couche. Qu'est-ce que vous avez comme lit à la maison? C'est un sommier classique? Oui, Un sommier de 140 oui, avec un matelas. 140, oui. Vous l'avez vu, la literie électrique? Non. Faites-le revoir. Vous allez voir ce que je vous offre. Donc les clients sont interrogés, ils ne comprennent pas, une literie électrique, comment ça, vous nous l'offrez? Alors ils demandent aux jeunes vendeurs d'aller expliquer la literie électrique à ce couple. Donc là, c'est complètement articulé, c'est monté sur un système double latte sur chaque fixation en caoutchouc. Et vous avez des matelas en latex. Un lit comme ça, mais ça vaut 5 000 €. Un canapé cuir 3 places, une literie électrique, le tout bradé 3 750 € au lieu de 13 500 €. C'est condamnable devant la loi dans le sens où des remises aussi importantes sont interdites si le prix de référence n'a jamais été pratiqué auparavant. Seule condition pour bénéficier de l'affaire du siècle, il faut que le couple de retraités signe immédiatement le bon de commande. J'ai besoin de deux choses, la photocopie de la pièce d'identité pour le jeu et le RIB, vous le donnerez à la livraison. Et moi sans RIB, je suis pas payé. Le 3 places, les 2 fauteuils et ça installé. Vous l'avez maintenant à la maison. Alors vous savez, lorsque l'on vous appelle pour venir dans un magasin et on vous propose pour vous faire venir un cadeau et que sur place, on va vous vendre un produit, une marchandise, eh bien cela s'apparente en fait à de la vente à domicile, c'est-à-dire que le consommateur va disposer d'un délai de 7 jours pour pouvoir revenir sur sa décision sans justificatif. Il faut simplement qu'il envoie une lettre recommandée au marchand lui disant je ne fais plus d'achat. On va en discuter, hein, parce que vous voyez comme j'ai des problèmes. Même bradé à 3 750 €, l'ensemble canapé literie reste 30% plus cher que dans un magasin traditionnel. Pour échapper au traquenard, nos complices prétextent un souci de santé. Ces personnes n'ont pas acheté parce qu'elles connaissaient le principe, mais combien de personnes retraitées se font avoir et sont convaincues d'avoir fait une excellente affaire? Alors, grosse arnaque ou baratin de génie? Que ça ne tâche pas, ça ne décolore plus, ça ne brûle plus. Florent est aujourd'hui à la tête d'un magasin de meubles haut de gamme situé à Bordeaux. Pendant des années, il a employé ses méthodes de vente très particulières. Ce qui a été reproché aussi par certains consommateurs, vous allez me dire si je me trompe, c'est le côté, vous venez retirer vos cadeaux, ok, nana, on va vous chercher vos cadeaux, regardez un peu les salons. Attendez, faites voir, vous êtes monsieur... Ah, mais attendez, mais vous avez gagné un bon de réduction de 700 € aujourd'hui. Ça, c'est après, c'est le coût de ça, c'est pas tout le monde qui le fait, et c'est vrai que ça, c'est limite. Mais c'est limite. Avouez. C'est limite. T'es venu pourquoi ce matin? Pour avoir un reportage? Qu'est-ce que tu te dis? Je suis tombé sur un bavard, j'ai de la chance. Ouais. C'est ça que tu te dis. Eh ben, un vendeur, il se dit la même chose. Je suis tombé sur un client, il veut acheter, j'ai de la chance. Voilà. Des arguments qui n'ont pas convaincu les sédentaires, les vendeurs de meubles traditionnels, d'autant qu'ils affirment que les magasins précaires leur font sérieusement de l'ombre. On pourrait dire qu'à peu près en une semaine, ils réalisent largement le chiffre d'affaires généré par un magasin traditionnel sur une période d'1 mois. Les sédentaires, monsieur, c'est de leur faute. Ils embauchent 2 vendeurs, ils rentabilisent leur bâtiment et ils se disent les affaires vont mal. Ah, on peut pas tout avoir. Voilà. Maintenant, ils prennent 4 vendeurs, 4 chacals, ils prennent 4 vendeurs, 4 qui ont vraiment faim et qui ont envie de se battre comme les gens aiment. Dans le monde impitoyable du canapé, la tension monte d'un cran. Aujourd'hui, à Dole, dans le Jura, c'est le branle-bas de combat. Excédés par cette concurrence agressive, les vendeurs traditionnels occupent le terrain.
Ils sont venus de toute la région pour manifester devant ce magasin précaire qui vient de s'installer. On va voir leur réaction. La dernière fois, ils étaient tous sortis. Escortés par la police, les membres du syndicat du meuble ont convié à leur action commando des consommateurs mécontents. D'emblée, le ton est monté. Alors, vous pouvez remarquer l'autre qui me fait signe comme quoi il me reste pas longtemps à vivre apparemment. Personne rentre dans le magasin. Je représente la chambre de l'ameublement. C'est bien. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on rentre dans votre chambre d'ameublement? Parce que vous avez des pratiques qui sont complètement illégales. Parce que vos méthodes, vous pensez qu'elles sont bien? Appelez les gens, appelez l'URSSAF, appelez le DGCRF, appelez l'inspection du travail parce que vous croyez qu'on fait du noir? C'est pas le sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que vous êtes ici... C'est-à-dire que vous êtes en train de nous reprocher des choses que vous avez fait dans le temps. Donc quand vous étiez jeune, vous faisiez du phoning et du mailing, vous faisiez venir de la clientèle. Maintenant que nous on le fait, vous nous le reprochez. Vous gonflez pas les prix pour non, faire je ne gonfle pas les prix. Moi, je marche à 2,5, à 3, voire à 4. Voilà. J'ai eu un salon chez vous à 7 500 €. Prix de départ. D'accord. Sans rien demander, oui. parce que j'ai absolument rien demandé, on est arrivé à 3 100 €. Ah bon? Pourquoi dire aux clients que vous êtes les fabricants, que c'est des produits français? Oui. Vous dites que moi, je dis jamais aux clients attendez, que ça a été dit. Bon. Que le produit... Mon vendeur a fini. Comment expliquez-vous qu'il y a eu 60% de remise? Il n'y a jamais 60% de remise. Eh bien, là, on les a, on a la preuve. On a la preuve. Alors, écoutez-moi, qu'on a 60% de remise et que ce même salon qui a été vendu 2 800 € est affiché chez Conforama à 1 900 €. Moi, je roule en Renault Laguna, je roule pas en 4x4. Mais les gens du meuble, quand ils viennent, ils sont tous en 4x4. Ça y est, vous êtes riches. Maintenant, vous en voulez aux jeunes qui en veulent. Ils manifestent pour que je fasse moins de chiffre d'affaires. Parce qu'on travaille. Pourquoi? Ils sont jeunes. Les vendeurs traditionnels reprochent aussi aux précaires de laisser en plan le consommateur mécontent une fois qu'ils ont quitté les lieux. Cette politique de terre brûlée ne permet pas de rester longtemps sur le terrain et ils sont obligés de colporter leur magasin ailleurs. Moi j'ai un bail de 1 an, je compte rester là 1 an, quoi que vous en pensiez, je compte rester là 1 an, renouvelable. Ça c'est complètement faux. On pourra le vérifier sous 15 jours, 3 semaines, ils ne seront plus là. Et en effet, 10 jours plus tard, le magasin a baissé le rideau. Et ben c'est tout vide. Donc on a l'étiquette de la société qui est toujours là avec le numéro de téléphone du magasin ici. Donc voilà ce que peut trouver un client lambda qui aurait acheté par exemple samedi dernier et qui arrive pour peut-être une réclamation ou autre. Le rideau fermé. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune explication, il n'y a ni adresse, c'est terminé, c'est clos. À 200 km de là, nous avons retrouvé le même établissement. Il a déjà trouvé un autre point de chute à Digoin, dans la Creuse, avec toujours le même rituel. Les couples qui sortent des cadeaux plein les bras, mais à peine installés, les gendarmes interviennent. Poursuivis par la justice et traqués par la répression des fraudes, l'étau se resserre autour de certains magasins précaires. N'allez pas croire qu'ils sont les seuls à pratiquer des faux rabais. Les fausses remises sont particulièrement alléchantes. C'est une fin de série, c'est un anniversaire, c'est une liquidation. Alors elles se présentent sous la forme de moins 60 ou moins 70%. Ce que l'on peut dire et ce qu'il faut dire aux consommateurs, c'est qu'ils doivent être particulièrement vigilants parce que derrière cela se cache une arnaque. Barbara a croisé la route d'un investisseur qui lui a fait miroiter des profits mirobolants. À l'arrivée, Barbara n'a plus de domicile et n'a que 200 € par mois pour vivre. Une descente aux enfers que nous raconte Ève Bartoli. Depuis 1 an, Barbara est sans domicile fixe. À 58 ans, elle est obligée de squatter soit chez des amis, soit dans sa famille. Dans sa voiture, elle trimballe toute sa vie, toutes ses affaires. Ce matin-là, elle part habiter quelques jours chez sa fille. Aujourd'hui, je suis dans cette situation catastrophique par rapport à une mauvaise personne qui m'a fait des mauvais placements ou qui a détourné mon argent. Dans quelques instants, vous découvrirez l'homme responsable de la descente aux enfers de Barbara. Condamné par la justice à la rembourser, il ne l'a toujours pas fait. Vous savez que vous êtes en sursis. La casse-prison, vous savez qu'elle vous pend au nez. Mais monsieur, attendez, mais qui êtes-vous pour me parler comme ça au téléphone? Après plusieurs jours d'enquête, notre journaliste parviendra à le localiser. Sur place, elle essaiera de renouer le dialogue. Non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Bon, bah écoutez, là, je crois que c'est une porte close devant moi. Mais nous reverrons ce monsieur. Et la banque, elle, aurait-elle une part de responsabilité dans cette affaire? Les chèques sont à l'ordre de votre établissement.
et ils ont été encaissés sur le compte d'un client de votre établissement. Il y a une erreur de vérification de la banque, vous le convenez. Il y a un secret professionnel que je ne peux pas en fait dévoiler. Il faudra malgré tout que l'on trouve une solution, car Barbara, elle, est à bout. Il y a trop longtemps, je ne peux plus, c'est vrai, je suis arrivée vraiment au point où j'en peux plus. La suite de cette affaire, dans un instant. Barbara a confié ses économies de toute une vie à celui qu'elle considérait comme un ami. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Aujourd'hui, je suis dans cette situation catastrophique par rapport à une mauvaise personne qui m'a fait des mauvais placements ou qui a détourné mon argent. Donc voilà, pas moyen d'y mettre la main dessus et de retrouver cet argent. Cet argent, c'était toutes ses économies. Les économies d'une vie de travail. En 2001, Barbara est gérante d'un bar dans le sud de la France. C'est ici qu'elle va rencontrer l'homme qui va causer sa perte. Il venait prendre son café le matin, de temps en temps il venait l'après-midi, et puis voilà, on a sympathisé petit à petit comme ça. Ça s'est déroulé tout simplement en venant de plus en plus et se mêlant avec les gens, disons avec les autres clients. Donc voilà, tout le monde a plus ou moins sympathisé avec lui. Petit à petit, la confiance s'installe. Barbara en apprend tous les jours un peu plus sur son nouveau client et notamment sur son activité professionnelle. Il m'a dit qu'il était courtier en banque, qu'il faisait des placements en court terme et des intérêts très avantageux de 12%. Donc je trouvais que c'était un bon plan et j'ai dit oui, que j'allais réfléchir un peu et qu'on allait voir ensemble de placer mon argent. Barbara se laisse tenter. Le 10 octobre 2001, elle se rend dans les bureaux du courtier. Il m'a dit, tu me fais un chèque de 150 000 francs à l'ordre de monsieur M pour 2 mois le maximum qui vous rapporte 12%. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et pour moi, c'était des actions. 150 000 francs, soit 22 000 euros, placés par le courtier dans ce qu'il appelle sur ses relevés « Affaire M » ou encore « Opération M ». 2 mois plus tard, il lui propose une nouvelle affaire, toujours aussi juteuse, mais surtout rassurante. Il m'a dit qu'il pouvait me prendre des actions dans une grande banque française. Donc voilà, j'ai dit d'accord. Il m'a demandé de lui faire 2 chèques, un de 15 000 euros, l'autre de 10 000 euros. Et j'ai établi ces chèques à l'ordre de cette grande banque française. Je n'ai pas posé plus de questions que ça, puisque c'était une grande banque française. C'était tout ce qu'il y avait pour moi de tranquille, de sûr. Et pour rassurer encore un peu plus sa cliente, le courtier lui fournit une attestation. Dans ce document, il est bien inscrit que Barbara a bien un portefeuille d'actions et qu'elle a bien établi les chèques à l'ordre de cette grande banque. Par la suite, le courtier lui fera encore acheter pour 40 000 euros d'actions dans d'autres grands groupes français. Le 6 mai 2002, Barbara reçoit un état de valorisation de ses titres. Elle possède bien 66 000 euros d'actions et plus de 22 000 euros pour l'affaire M. Je me suis dit, oui, tout va bien. L'argent, il est placé, il rapporte toujours. Donc, il me disait que c'était très bon, que tout allait pour le mieux, quoi, que ça, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. Voilà, j'avais pas à m'en faire. Sur les papiers, tout était là. Nous sommes en octobre 2002. Barbara souhaite acheter un petit appartement. Elle en trouve un à son goût. Elle a besoin de son argent pour l'acheter. J'ai appelé ce monsieur pour lui demander de récupérer mon argent. Il m'a dit OK, qu'il fallait juste signer un papier. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Barbara s'exécute. Dans cette lettre, datée du 20 octobre 2002, elle demande au courtier la vente de l'ensemble de son portefeuille. Mais l'argent tarde à arriver. Alors Barbara contacte le courtier. Il m'a répondu que je devais attendre encore entre 15 jours et 3 semaines parce que la bourse n'était pas bonne, que voilà, qu'il ne pouvait pas récupérer l'argent tout de suite, qu'il fallait attendre encore quelques temps. Et là, je lui ai dit, bon, je veux bien attendre encore 15 jours, 3 semaines, mais bon, je ne peux pas attendre plus longtemps parce que j'en ai besoin. Le 7 février 2003, le courtier écrit à Barbara. Dans ce courrier, il explique une nouvelle fois sa position. Pour les comptes titres, il faut différer la vente à un moment plus propice. Pour l'opération M, il a pris toutes les dispositions légales aux fins d'être remboursé dans les meilleurs délais. Mais un mois plus tard, le 3 mars 2003, Barbara reçoit un courrier.
Il est signé d'un certain Monsieur M. Barbara comprend alors que le courtier n'a pas placé son argent dans des actions, mais qu'en fait, il a prêté cette somme à Monsieur M. L'opération M était en fait un prêt à Monsieur M. J'ai donné l'argent au courtier et puis c'est Monsieur M qui me répond en disant qu'il doit me rembourser de 22 000 €, mais qu'il ne peut pas me rembourser tout de suite parce que voilà, cet argent, il doit attendre encore un peu, il ne peut pas le débloquer, de patienter, mais qu'il me remboursera avec les frais, avec les intérêts qu'il me doit. Le temps passe et toujours pas de remboursement en vue. Barbara est excédée, elle décide de porter plainte à la gendarmerie. Les gendarmes m'ont demandé de prouver que j'avais vraiment versé cet argent à ce monsieur. Je leur ai répondu que j'avais payé par chèque, donc ils m'ont demandé la photocopie de ces chèques. Quelques jours plus tard, Barbara reçoit la photocopie des chèques. Aucun problème en apparence, sauf sur les 2 chèques établis au nom de cette grande banque française. Lorsque j'ai retourné le chèque, j'ai découvert que c'était la signature et le numéro de compte du courtier. Donc, l'argent, c'est le courtier qui a dû l'encaisser. Comment c'était possible que le courtier il encaisse le chèque alors que je l'avais mis à l'ordre d'une grande banque française? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Voilà. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Pour Barbara, il y a faute de la banque. Elle s'attache donc les services d'un avocat. Ce dernier prend contact avec l'organisme bancaire pour connaître sa position. Et voilà ce que la banque aurait répondu. La banque ne s'est pas sentie responsable. Eux n'y étaient pour rien. C'était donc la personne, voilà, le courtier qui était responsable. Dans ce courrier daté du 6 juillet 2005, la banque explique qu'elle ne donnera aucune réponse tant que le courtier ne sera pas jugé. 2 ans plus tard, c'est enfin l'heure du procès. Barbara se rend au tribunal. À ses côtés, d'autres victimes du courtier. On était plusieurs, donc toutes dans le même cas, où elles ont prêté de l'argent à la même personne. Et personne n'a récupéré ni son capital, ni les dividendes, ni les intérêts. Au total, le courtier a escroqué plus de 260 000 € à ses victimes. Le 24 avril 2007, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de 3 ans avec obligation de rembourser les 90 000 € qu'il doit à Barbara. Et après le jugement, je pensais qu'il allait proposer le remboursement, même pour moi personnellement, ou un échéancier de 50 € par mois ou 20 € par mois, qui propose quelque chose. Il n'a absolument rien dit, rien proposé. Voilà. Depuis, Barbara n'a eu aucune nouvelle, ni du courtier, ni de la banque, ni du juge d'application des peines. Aujourd'hui, elle n'a plus un sou. Ses seuls revenus, la pension de réversion de son mari, 200 € par mois. Impossible donc pour elle d'avoir un logement. Sans domicile, elle trouve le plus souvent refuge chez sa fille. Salut. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Elle n'est pas du tout aidée par la justice, quoi. Je veux dire, alors ce qui fait que moi, ça me met en colère. Il a escroqué, je veux dire, c'est quand même sur des papiers. Et il n'y a rien qui se passe. Je sais pas. Il y a un problème, là, je comprends pas. Cette personne, elle est forte, hein. Elle est forte, hein. Elle est forte, hein. Parce que passer à travers le maillon de la justice, je trouve que c'est fort. Voilà. Je sais pas. C'est difficile, c'est vrai, de se reconstruire aujourd'hui, c'est dur. Barbara ne peut plus attendre, elle a besoin de son argent. Elle décide d'aller demander des explications au courtier. Elle souhaite savoir ce qu'il a fait de son argent, mais surtout s'il compte un jour la rembourser. Selon nos informations, il habiterait dans une petite ville située à quelques kilomètres de là. Il est 19 h, Barbara arrive sur place. L'entretien est filmé en caméra cachée. C'est la femme du courtier qui ouvre la porte. Il n'y a pas... Il vient de temps en temps. Je sais que tous les 3 mois, il doit pointer à la gendarmerie. Ah, c'est tous les 3 mois. Ouais, mais il vit la belle vie, hein. Ah oui. Mais il est là. Oui. Bonsoir. Tu me reconnais pas? Non. Ah non? Depuis quand? Tu me reconnais plus? Depuis que tu me dois l'argent? Barbara. Voilà. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes me rembourser? Je compte effectivement faire quelque chose.
Mais quand? Ça, c'est oui. Quand je ne sais pas. Parce que la vie ne me permet pas de le dire. Et là, je peux rien te dire de concret. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où ils sont passés? Où il est passé l'argent? Puisque tu t'es démerdé pour encaisser l'argent qui n'était même pas ton nom. Alors, les chèques, ils étaient même pas ton nom. Dis-moi comment tu as fait. Alors, retrouve-moi l'argent. Point barre. Je veux que tu retrouves cet argent. Mais je ne peux pas. Ils étaient mis à l'ordre à l'époque. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Et ils étaient mis à l'ordre du sur mon compte que j'avais à l'époque. Et tu m'as toujours amené en bateau. Alors, où ils sont les placements? Tu les as placés sur Nulle quoi? part. Tu as encaissé l'argent? Oui. Et qu'est-ce que t'en as fait d'argent? Et voilà. Et maintenant, où il est passé l'argent alors? On a vécu avec. Hein? Nous, on a vécu avec? Non, attends. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai pas vu la couleur. Voilà donc on vit. Oui, non, mais ça... Et alors? Toi, tu vis là? Toi, tu vis là-dedans, moi, j'ai rien. Je vous conseille, faites quelque chose. Faites quelque chose. Eh ben, on en parlera. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Il faut que tu me rembourses, parce que moi, je n'ai plus rien. Barbara. Regarde-moi 2 secondes. Je te regarde. Je suis Mais pas j'espère un que cette escroc. fois, je me trompe Je suis pas pas. un escroc. Bon, alors, prouve-le. Prouve-le-moi. J'aimerais tellement, Dieu, m'en sortir. Il y a trop longtemps, j'en peux plus. C'est vrai, je suis arrivée vraiment au point où j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Avec mes économies, j'ai plus rien, j'en peux plus là, franchement. Déranger les uns les autres, c'est pas possible. Même si c'est mes enfants, c'est pas. Mais bon, est-ce qu'il va être de bon enfant encore? Est-ce que je me suis pas fait avoir encore? Je ne sais pas. Je le crois plus. Non. Je le crois plus, honnêtement. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Vous n'y croyez plus? Non. Vraiment, non. Ça dure depuis 6 ans et toujours pas de réponse de nulle part. C'est vraiment le néant, quoi. Alors notre mission est triple ce soir, hein. C'est bien sûr de faire payer ce monsieur que l'on a vu, mais également son ami qui a participé visiblement à cette escroquerie, et puis la banque qui a commis de lourdes erreurs. Vous en voulez à qui aujourd'hui? À lui en priorité ou à cette banque qui n'a pas fait son travail? Je pense aux deux. Lui, parce que bon, il m'avait promis et garanti un capital sûr, avec des intérêts, bon, plus ou moins à 12%, mais bon. Mais que la banque ait payé des chèques qui ne sont pas à l'ordre donc de ce monsieur, je ne comprends pas. Est-ce qu'il était assez rusé, assez proche de vous pour vous prendre autant d'argent? Oui. Lui est rusé, beau parleur, c'était vraiment... Mais tout le monde s'est fait avoir, parce que je ne suis pas la seule. Hein. Parce que... On est une vingtaine ou plus, donc... Plus d'une vingtaine de personnes escroquées par ce monsieur? Par la même personne, oui, par ce monsieur, oui. De quoi vous vivez-vous aujourd'hui? Comment vivez-vous? Que je vis chez ma fille, donc je suis déjà logée, je n'ai pas de logement à payer, bon, nourrie presque, et j'ai 200 € d'une version de femme mariée. Voilà. Vous travaillez toujours? Non, j'ai fait une dépression et ça fait plus d'1 an et demi, j'ai plus de travail et puis j'ai du mal à Plus de travail, trouver. plus de ressources? Plus rien. Ça veut dire que J'ai cet pas homme... droit au chômage parce que, bon, je peux le dire, comme j'étais gérante donc, du troquet où je travaillais, je n'ai pas droit au chômage. Ça veut dire que cet homme, quelque part, et cette banque aussi, dans une autre proportion, ont saccagé votre vie? Ah oui, complètement. Complètement. J'ai plus de fierté, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Est-ce qu'ils ont des revenus, vous savez ça? Bon, lui, il touche la cotorep. Oui. Et elle, elle travaille chez des personnes âgées. D'accord. Cette maison que l'on a vue leur appartient ou pas? Ah ça, je ne sais pas. Et la voiture? La voiture, oui. La voiture lui appartient? Oui. C'est déjà peut-être une petite piste. Je sais bien ce que ça représente, peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, on essaiera de voir si ça peut pas être aussi un moyen de pression.
90 000 €, l'économie de toute une vie envolée à cause d'un escroc. Comment comprendre que cet homme, condamné par la justice, n'a toujours pas payé? Est difficile d'admettre qu'une banque, peut-être à son insu, ait pu s'être rendue complice de tels actes. Réponse de nos avocats. La situation d'escroc de cette personne est établie, la justice est passée. Pour autant, elle est en train de trépasser la justice, parce que la justice ne réagit pas. Et les victimes ont besoin de récupérer leur argent. Pour ça, il y a un juge qui doit être saisi, ce juge d'application des peines. C'est fait par la justice. Seulement, la justice ne fait rien depuis un an. Ça pose une vraie difficulté. Deuxième point, il y a aussi d'autres responsabilités. Comme il a été établi dans le reportage, on a vu des chèques ont été libellés à l'ordre d'un grand établissement financier. Et cet argent n'a pas été versé sur le compte de l'établissement financier, mais sur le compte de notre escroc. C'est-à-dire que là, la banque a commis une erreur. Elle a une obligation de vérification. Et c'est manifestement une grave erreur de la banque qui a sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça peut être un moyen d'action? Ah oui. Pas pour récupérer la totalité, bien évidemment, mais au moins 22 000 €, ça aiderait Barbara. Le montant des chèques qui ont été encaissés sur le compte de l'escroc à la place du compte de la banque, l'erreur matérielle, elle existe. Vous avez la possibilité, Barbara, de faire une action en responsabilité à l'encontre de la banque. La faute, elle est caractérisée, c'est le chèque qui a été encaissé sur le mauvais compte. Le préjudice, c'est que cet argent, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc l'action, aujourd'hui, elle est possible. Et Barbara, vous n'avez pas des moyens importants, donc vous pouvez tout à fait demander un avocat d'office qui viendra vous défendre et qui mettra en cause la responsabilité de cette banque. Au moins, on sait qu'une banque est solvable et cet établissement bancaire, et Barbara retrouvera une partie de son argent. Contrairement à notre ami, mais est-ce que là aussi on peut faire quelque chose? On va peut-être pas le laisser dans la nature comme ça, ce garçon? Non, lui aussi. Il faut vraiment saisir le juge d'application des peines pour demander, parce qu'il a eu un sursis avec mise à l'épreuve, avec pour condition de rembourser les victimes. Là, aujourd'hui, il ne fait rien. Et alors? La sanction, Christophe, c'est quand on alerte le juge de l'application des peines, parce que là, faut l'alerter, c'est la sonnette rouge qu'il faut tirer, c'est lui dire, convoquez-moi donc ce monsieur, et la sanction, c'est que c'est prison avec sursis, c'est une espèce d'épée de Damoclès, c'est-à-dire que les 3 ans de sursis, ils peuvent se transformer en 3 ans de prison ferme. Comment cet homme peut-il vivre en toute impunité alors que Barbara est au bord du gouffre? Notre mission, le retrouver le plus vite possible et récupérer les 90 000 €. Une enquête difficile que mène depuis plusieurs jours notre journaliste Eve Bartoli pour au final un résultat concluant. Elle vient de localiser notre homme. Attends, il sort du café, il sort du bar. Attends, parce que s'il il a sa voiture qui est en face, donc attends, il sort peut-être ses clés de voiture. Il sort ses clés de voiture, il va partir, donc je le suis moi en voiture. Non, toi reste là, Dan, reste en arrière. Mais l'homme a-t-il repéré notre journaliste? Car il est en train de nous échapper et sème notre équipe. Seule solution pour tenter de le retrouver, nous rendre à son domicile. Le monsieur apparemment n'est pas dans sa maison. Ah. Alors où se trouve-t-il? Pour tenter de le localiser, il nous reste une carte à jouer. Nous l'appelons sur son portable. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Lui-même à l'appareil. Oui, j'ai avec moi quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Barbara. Oui. Alors, ce qui m'intéressait de savoir, c'est que visiblement, il y a un contentieux financier entre vous et Barbara. Elle voudrait savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir toucher son argent. Moi, je suis sans revenu, je touche une allocation cotérette. De combien? De 600 €, voilà. D'accord, c'est déjà ça de prix. D'abord, je voudrais savoir qui vous êtes avant de continuer à répondre. Eh bien, je vous ai dit, je suis Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans Aucun Doute, et on est là pour essayer de trouver une solution et d'aider Barbara. Non, donc vous allez voilà. me laisser un téléphone et vous serez rappelé par un de mes conseils. Mais pourquoi vous passez par un avocat? Vous avez de l'argent pour payer un avocat, monsieur? Non, monsieur, j'ai l'aide judiciaire. À un moment donné, vous savez que vous êtes en sursis? Mais monsieur, attendez, mais qui êtes-vous pour me parler comme ça au téléphone? À un moment donné, je suis la personne, puisqu'elle n'a pas les moyens pour se payer un avocat, qui aide Barbara à récupérer cet argent que vous lui avez volé. Mais, monsieur, je n'ai absolument rien à vous dire. Merci. Non, mais attendez, monsieur. Le comportement de cet homme ne nous surprend pas, mais il ne se doute pas que notre journaliste est posté devant chez lui. Quelques instants plus tard, il arrive. Eve peut maintenant entrer en action. Mais quelle va être l'attitude de cet homme? Va-t-il fuir une nouvelle fois ses responsabilités? Voilà, bonjour, monsieur. Bonjour. Pas de bol. C'est la personne de l'émission. Vous avez rien à nous dire, monsieur, pour Barbara? Non. Non? Vous trouvez ça normal de vivre tranquillement alors qu'elle, elle vit chez sa... Pas du tout, je trouve pas ça normal du tout. Tais-toi.
j'ai rien à dire de particulier. Elle a 200 € par mois pour vivre, elle a encore moins que vous. Et elle n'a pas de logement. Est-ce que vous pourriez lui donner au moins 50 € par mois? Je pense que c'est possible. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît, monsieur. Si vous commencez déjà à lui rembourser 50 € par mois, ça prouve votre bonne foi et que vous voulez l'aider. 50 €, je peux effectivement faire l'effort de donner 50 €. Alors, comment on mais fait? c'est ce que j'ai, qu'elle me donne un RIB et je ferai un virement automatique. Barbara, est-ce que ça vous convient, 50 € par mois par virement bancaire? Oui, mais ça va durer combien de temps, ça? 90 000 €. Je pense malheureusement que Barbara ne sera plus avec nous le jour où elle aura touché la totalité de la somme que ce monsieur lui doit. Donc vous, actuellement, vous nous dites que vous seriez d'accord pour faire un petit geste pour Barbara. Oui. Vous pourriez aller au moins jusqu'à 100 €, parce que quand même 90 000 €. Non, 100, vous n'y arriverez pas. Et aujourd'hui, vous arrivez à dormir tranquille, monsieur, par rapport à Barbara, qui elle ne dort plus. Ça ne regarde pas. Si moi je... Mais non, mais je sais pas, monsieur, vous, Moi j'ai mes angoisses, oui, bien sûr. Cet homme se fiche ouvertement de nous. Comment ose-t-il parler de ses angoisses devant la femme à qui il a volé 90 000 €? Face à tant de mauvaise foi, notre médiateur tente une nouvelle approche. Ève, c'est Joseph. Ève, essaye encore une dernière tentative de lui tendre le téléphone, que je puisse le prendre au téléphone, s'il te plaît. Attendez, il y a une personne qui veut vous parler, c'est ça que faudrait que vous lui parliez. C'est un ami qui veut lui parler. Qui veut du bien. Allô, oui. Monsieur. Oui. Comment allez-vous, Joseph Elmédé, médiateur de l'émission, sans aucun doute. Je vous écoute depuis tout à l'heure et puis malheureusement on arrive à une impasse et là je vous le cache pas, en toute franchise, j'ai 6 avocats, ils sont chauds bouillants. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on ne trouve pas d'accord. Sincèrement, moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de trouver un arrangement. Arrêtez de me faire peur. Monsieur, un instant s'il vous plaît. Non, mais moi j'essaye tout simplement de trouver une solution à une situation qui ne peut plus durer. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'en ai pas de solution. Pardon? Et moi, je n'en ai pas. Si, vous avez la solution. La solution, c'est que vous soyez tout simplement prêt à dédommager en mettant en place un échéancier, dédommager madame qui est là tout simplement afin qu'elle puisse récupérer tout du moins une partie de cette somme-là. Ça serait dommage qu'on vous y force tout simplement. Ça serait vraiment dommage. J'ai pas les moyens, je peux pas. Non, c'est pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Non. Parce que je suis désolé. C'est absolument pas Je vrai. suis désolé. Être en mesure de ponctionner, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Bon, bah, écoutez, là, je crois que c'est une porte close devant moi. Bon, restez sur place, Ève, vous nous tenez au courant. Cette porte qui se ferme est une nouvelle claque pour Barbara. Ève Bartoli décide de rester devant la maison de cet homme. Pas question de le laisser fuir une nouvelle fois. Pendant ce temps, sur le plateau de Sans aucun doute, nous décidons de nous lancer sur une nouvelle piste. Car souvenez-vous, l'escroc n'agissait pas seul, il avait des complices. Il y avait aussi un troisième larron, parce que Ali Baba a peut-être été arrêté, mais 40 voleurs sont toujours dans la nature. Donc il y a ce tiers qui est toujours dehors et qui, lui, a reconnu par écrit devoir une partie de cette somme à notre témoin. Et je pense que cette personne, il faut prendre contact avec lui. Il a fait un écrit, il a dit « je reconnais, je vous dois de l'argent ». Mais il se contente de cette reconnaissance. C'est pas péché avoué à moitié pardonné. Cet homme doit de l'argent, il faut rembourser. On l'appelle tout de suite. Bonjour monsieur, Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. J'ai sur notre plateau madame Barbara Gallo, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Voilà, alors écoutez, j'ai une lettre, une reconnaissance de dette de votre part datant de 2003 où vous dites que vous allez lui rembourser de la somme de 22 000 €. Depuis, rien n'a été fait, j'aurais voulu avoir des explications. Moi-même, je me suis retrouvé sans travail et, voilà, et en touchant l'ASS, donc 400 € par mois. Parce que quand vous avez touché ces 22 000 €, ça vous a pas posé de problème? Non, bien entendu, mais ils avaient été investis auprès d'avocats qui s'est avéré être un avocat escroc. Ah, et, ça fait beaucoup d'escrocs dans cette affaire. Et non, mais tout à fait. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis du SMIC parce que j'ai trouvé en fait un emploi dans un hôtel, voilà, où je fais de l'entretien. D'accord, c'est déjà ça. Est-ce que je peux vous passer ce que l'on appelle en général sur le plateau de Sans aucun doute la victime? Je vais vous demander de converser quelques minutes avec Barbara. Je pense qu'elle a quelque chose à vous dire parce que elle, aujourd'hui, elle vit avec rien. Et pire que ça, s'il n'y avait pas sa fille, aujourd'hui, elle dormirait sous les ponts. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous me remboursiez mon argent. Voilà, j'en ai besoin, c'est mon argent. Il n'y a pas de raison que vous viviez encore dessus en faisant semblant que vous n'avez rien. Parce que je ne vous crois pas. Je ne vis pas sur votre argent. Attendez, vous ne croyez pas. Hein.
L'escroc victime, voilà un grand classique de sans aucun doute. Malheureusement pour notre homme, cette stratégie ne prend pas. Réaction immédiate de Christophe Moulin. À un moment donné, il y a un truc, c'est que je trouve ça absolument extraordinaire. Quand l'escroc est victime, en général, ça me fait plutôt rire. Mais quand l'escroc se dit victime et qu'il ne peut pas rembourser la vraie victime, là, ça me gonfle et ça m'énerve un peu. Donc, à un moment donné, ce que je voudrais, monsieur, vous touchez le SMIC aujourd'hui, je suppose que vous êtes dans une maison ? Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, mais à un moment donné, il y a une possibilité dans cette affaire où sur ce que vous touchez chaque mois, on trouve un terrain d'entente pour rembourser une petite partie à Barbara, ou si ça ne marche pas, puisque vous avez l'air d'être habitué au rendez-vous avec la justice, il pourrait y en avoir un et ce serait au pénal et ce serait une plainte déposée par Barbara à votre rencontre. Comment vous pouvez dire que vous attendez que ça de vous retrouver derrière les barreaux ? Et pourquoi moi je me retrouverai derrière les barreaux? Mais parce que Barbara, à un moment donné, va porter plainte contre vous? Mais oui, mais moi je me retourne contre les autres. Voilà, vous, ça ne vous gêne pas de récupérer 22 000 € d'une personne que vous ne connaissez pas, de les encaisser, de les dépenser comme bon vous semble et de ne pas rembourser? Je ne les ai pas dépensés. Bah non, excusez-moi, alors si vous n'avez pas dépensé, rendez-les. Non, mais, voilà, Non mais oui, non mais ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que vous avez prêté votre nom à une escroquerie. Vous êtes de ce fait responsable. Je n'ai rien prêté du tout comme nom. Mais Et je non. suis victime d'une escroquerie. Mais vous avez reçu l'argent. Vous êtes victime et vous encaissez 22 000 €. La victime qui prend de l'argent, c'est nouveau ça. Je suis désolé parce que je dois travailler. Monsieur, donc, monsieur, ne coupez pas, je suis Sabine Cordès. Voilà, il a quand même coupé, donc ce monsieur est incurable. Ils sont ensemble. Visiblement, ils sont... C'est solidaire entre tous même la ensemble. mère. Ils sont tous ensemble et ça s'appelle comment quand on est tous ensemble et qu'on fait des escroqueries? Une Ça s'appelle escroquerie en bande une organisée. association de malfaiteurs. Ou une association de malfaiteurs. Voilà. Il va falloir que vous déposiez une plainte pénale. Je ne parle pas de plainte civile, de plainte pénale contre ce monsieur et que vous veniez démontrer, arrêt de la Cour d'appel de Montpellier à l'appui, qu'il était également dans cette jolie petite entreprise qui manifestement ne connaît pas la crise. Je ne suis pas sûr quand même qu'il ait tout compris. On essaye quand même de la voir, on va essayer de mieux lui expliquer. Je vous rappellerai dès que j'aurai pris connaissance de votre appel. Et de deux, même escroc, même méthode, mais également même destinée puisque sur les conseils de nos avocats, c'est devant des juges qu'ils vont devoir s'expliquer. Mais il faut récupérer les 90 000 € de Barbara. Il nous reste encore une piste à exploiter, la banque. Alors quelle est sa part de responsabilité? Après 2 ans de silence, nous sommes avec le directeur de l'établissement, visiblement mal à l'aise. Même en ayant connaissance de plus profondément de ce dossier, je ne peux pas vous apporter des éléments directement par téléphone. Denis Del Rio, je suis avocat sur le plateau. Juste une chose, nous avons copie des chèques. Les chèques sont à l'ordre de votre établissement. Et ils ont été encaissés sur le compte d'un client de votre établissement. Il y a une erreur de vérification de la banque, vous le convenez. Il y a un secret professionnel que je ne peux pas en fait dévoiler. La banque chercherait-elle à couvrir sa négligence en matière de sécurité? S'est-elle faite également flouer par notre courtier? Il y a une erreur de vérification de la banque. Alors effectivement, présenté comme ça, effectivement, on a forcément tort. Ça veut dire que ce monsieur, quelque part, vous doit de l'argent? Quelque part, oui. Oui, quelque part, bien évidemment. Nous chercherons à faire toute la lumière sur cette mystérieuse affaire jusqu'au siège de cette banque. Barbara a confié 90 000 €, toutes ses économies, à un investisseur malhonnête. Aujourd'hui, elle est ruinée, à la rue. Cet homme lui a fait miroiter des profits incroyables dont elle n'a jamais vu la couleur. En plateau, nous sommes en ligne avec l'établissement bancaire qui pourrait avoir une part de responsabilité sur la disparition des 90 000 € de Barbara. Nous avons copie des chèques. Les chèques sont à l'ordre de votre établissement. Et ils ont été encaissés sur le compte d'un client de votre établissement. Il y a une erreur de vérification de la banque, vous le convenez. Il y a un secret professionnel que je ne peux pas en fait dévoiler. Non mais monsieur, je vous parle pas de secret bancaire, je vous parle de responsabilité d'établissement financier. Alors effectivement, présenté comme ça, effectivement, on a forcément tort. Je ne peux pas apporter des éléments qui peuvent soit abonder ou contredire vos propos. Je regarde moi sur... le client est en contentieux aujourd'hui. Hein. Aïe. Ça veut dire quoi un contentieux, monsieur? Ça veut dire que son compte est débiteur et que... Ah, c'est ce qu'on craignait. D'accord, ça veut dire que ce monsieur, quelque part, vous doit de l'argent? Quelque part, oui. Oui, quelque part, bien évidemment.
Ce n'est donc pas à ce niveau de la banque que nous pourrons obtenir les réponses à nos questions. Nous décidons d'appeler le siège, la direction générale, et là, visiblement, ils découvrent ce dossier, mais semblent toutefois prêts à nous entendre. L'engagement que je prends, c'est d'entamer les recherches et la réception de votre dossier, de vous apporter au moins, si ce n'est des éléments de réponse définitifs, au moins une piste le plus vite possible. Alors j'espère demain. J'aimerais bien. On a vraiment besoin de vous. En tout cas, donc, je ne pense pas qu'on aura une solution définitive demain, mais au moins qu'on puisse avoir des pistes et des engagements de délai. Ben voilà, moi je voudrais des engagements. Barbara est sur notre plateau, des engagements pour elle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer en régie. Oui. On va prendre votre numéro de fax et on vous promet qu'on vous envoie et on prendra aussi vos coordonnées dans les minutes qui viennent, l'ensemble des pièces que l'on a. D'accord? Merci, restez en ligne et à très vite. Entendu. Merci, au revoir. Ce coup de téléphone est le seul espoir aujourd'hui pour Barbara de récupérer une partie de son argent. Mais à sans aucun doute, nous avons appris à nous méfier des promesses. C'est donc avec impatience que nous attendrons cet appel. Et le lendemain, alors que nous sommes en train de travailler sur une nouvelle affaire, la banque nous rappelle. J'ai reçu vos documents, mais je ne vais pas vous faire une réponse définitive aujourd'hui, mais de vous donner des indications. Dans ce dossier, le fait que les chèques aient été faits à l'ordre de la banque est remis sur le compte d'un client et endossé par lui-même à la même banque, n'est pas en soi une faute ou un détournement. Voilà. Monsieur... Mais je crois, si vous voulez... Alors, attendez, parce que là, on est sur de... Mais ça n'a rien à voir. Là, ce que vous êtes en train de faire... La Cour de cassation n'a pas dit ça, me dit-on. On va faire un petit point de droit ensemble. Allez, je me permets juste de vous faire une observation, monsieur Denis Del Rio. Là, c'est le chèque d'un particulier qui a été libellé à l'ordre du... Oui. D'accord. Oui. Et que vous avez, de votre propre autorité, volontairement transféré sur le compte d'un tiers. Attendez, la seule personne remis au guichet. Mais vous remis au guichet en l'endossant à son nom. Alors qui vous dit que ce chèque lui était destiné? Comment vous pouvez vous autoriser de juger que ce chèque lui était destiné? Et le chèque est à l'ordre de la banque et il remet à la banque. Bah oui, mais attendez, alors dans ce cas-là, pourquoi lui remettre les fonds? Vous n'avez pas lui remettre les sous. Vous n'avez pas lui remettre les sous. Le signataire, pas le titulaire du compte. Alors attendez, moi j'ai une dame sur ce plateau, Barbara, qui est aujourd'hui dans la misère et faut l'aider. Voilà, et ben alors voilà, moi ce que je veux vous proposer, c'est qu'on va pas débattre sur des sujets de droit, sachant que moi je ne suis pas juriste, et que ça va nous prendre beaucoup de temps pour rien. Qu'on se mette autour d'une table entre mes juristes et les avocats de l'émission, à partir du moment où ils sont mandatés par Madame Gallo, nous sommes d'accord. Rapidement, dans les jours qui viennent, qu'on se mette autour d'une table, mais sous sein privé bien entendu, et qu'on échange sur les points de droit et qu'on puisse dégager quelque chose. Il est évident que quand on est dans l'erreur, on a pour habitude d'assumer nos erreurs. Donc si on constate que notre responsabilité est engagée, on trouvera une solution et un règlement de la situation. Voilà. Ah, j'ai un petit penchant, parce que là il y a un pari, on va peut-être le faire avec notre public, entre les conseils de Sans Aucun Doute d'un côté et les conseils de la banque de l'autre. Donc le match est ouvert, on relève le défi, on prend rendez-vous ensemble, on va voir ça hors antenne, il n'y a pas de problème, on va prendre une date. Et n'oubliez pas encore ce message que je vous laisse, il s'agit quand même avant tout d'aider Barbara. Nous venons avec un dossier complet pour l'aider, les documents, les justificatifs, et on trouve une solution. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. À tout bientôt, vous ne quittez pas, on vous prend tout de suite en antenne. Merci beaucoup. Merci. Alors, il va falloir gérer les agendas de chacun, mais l'essentiel pour que tout le monde comprenne bien ce soir, cet escroc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est à la justice maintenant de trancher. Et faites confiance, j'aime ce regard, à Joseph Elmaleh, d'essayer d'avoir un petit plus encore pour vous. D'accord ? D'accord. Allez, on s'en reparle très vite. Merci. Merci à vous.